Hello tout le monde, donc comme je vous avais dit sur Insta, je vais vous présenter mon TIPE. Donc mon groupe a travaillé sur les thèmes de l'obtention d'esters odorants et j'ai personnellement basé mon étude sur l'acétate d'isoamyle. Donc les esters odorants sont utilisés pour réaliser des arômes ou encore des parfums et leur obtention est donc un enjeu pour les industriels. C'est pourquoi mon groupe s'est intéressé à quelques voies d'obtention et nous avons cherché à les comparer pour déterminer la plus efficace. Je me suis tout d'abord orientée vers l'extraction à partir d'une simple banane, puis j'ai cherché à obtenir l'acétate d'isoamyle à partir d'une synthèse. Et j'ai donc étudié une synthèse avec un appareil de Stark et ensuite une synthèse à l'aide d'un four à micro-ondes. Et j'ai finalement étudié une propriété de l'acétate d'isoamyle en essayant de déterminer un ordre de grandeur du seuil de son odeur. En termes de voie d'extraction, j'ai directement pensé à la synthèse. Donc j'ai réalisé une hydrodistillation en utilisant un ballon de 500 ml dans lequel j'ai mis un quart de banane, 50 ml d'eau distillée et quelques grains de pierre ponce pour que l'élution soit homogène. J'ai pu observer une stabilisation de la température à vers 90 degrés, ce qui est une première indication du fait que ce que je n'ai récolte n'est ni de l'eau pure ni de l'acétate d'isoamyle pur. Donc à l'issue de cette extraction, j'obtiens un mélange aqueux qui pèse 30 grammes, sentant la banane, et j'ai donc sûrement obtenu une très faible quantité d'ester et toutes sortes d'autres molécules organiques contenues dans la banane. Mais donc cette concentration en ester est tellement faible que l'ester est soluble dans l'eau, ce qui explique le fait que le mélange soit homogène. Ce produit contient trop d'eau pour être analysé par RMN ou par IR et un indice de réfraction ne serait pas pertinent. De même, la concentration est trop faible pour réaliser une chromatographie sur couche mince. Et donc seule l'odeur caractéristique de la banane nous laisse à penser que j'ai obtenu des traces d'ester. Même s'il restait sans doute des choses à faire concernant cette extraction, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas une bonne voie d'obtention. Donc je me suis ensuite concentrée sur les synthèses. Donc je me suis dirigée vers une synthèse se basant sur l'extérification de Fischer, c'est-à-dire l'acide éthanoïque plus l'alcool isoamylique en catalyse acide donne l'acétate d'isoamyle et de l'eau. Donc pour augmenter le rendement de cette réaction, j'ai mis un excès d'acide et j'ai éliminé l'eau du milieu réactionnel à l'aide d'un appareil de Stark, ce qui permet de déplacer l'équipe dans le sens direct. Donc dans un ballon de 250 ml, j'ai introduit 15 ml d'acide acétique et 10 ml d'alcool isoamylique et une pointe de la spatule d'APTS et 20 ml de cyclohexane. Je remplis également le tube du Stark avec du cyclohexane pour être sûr de pouvoir éliminer toute l'eau du milieu réactionnel. Donc l'appareil de Stark va permettre d'éliminer l'eau en la piégeant au fond du tube sous le cyclohexane. On peut déterminer la fin de la réaction grâce à cette élimination de l'eau. Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui s'accumule dans le Stark, on peut considérer que la réaction est terminée sans toutefois déterminer l'avancement de la réaction car les réactifs ne sont pas secs. Donc à l'issue de cette première partie de synthèse, j'ai versé le contenu du ballon dans une ampoule à décanter. J'ai tout d'abord effectué un relargage avec 20 ml de solution saturée en chlorure de sodium qui a pour but de diminuer la solubilité de l'ester dans la phase aqueuse et donc de limiter la perte d'ester lors des lavages. J'ai ensuite effectué 2 lavages avec 10 ml d'hydrogénocarbonate de sodium qui ont pour but d'éliminer les restes potentiels d'acide éthanoïque et d'APTS. On observe alors un dégagement gazeux qui est en fait le gaz qui est en fait du CO2, dû aux réactions mises en jeu. J'ai ensuite séparé la phase aqueuse de la phase organique et je l'ai séché grâce à du sulfate de magnésium anhydre et ensuite j'ai filtré à l'aide d'un filtre pissé. Donc à l'issue de ça, j'ai voulu distiller mon produit pour le purifier. Donc j'ai introduit le produit obtenu précédemment dans un ballon surmonté d'une colonne de Vigreux, elle-même reliée à un réfrigérant droit. Le composé distillé retombe dans l'air meilleur au bout du réfrigérant. Donc j'ai observé 3 paliers différents en termes de température. Donc un premier vers 73 degrés où j'ai distillé le cyclohexane pendant environ 15 minutes et j'en ai retiré 6,8 grammes, soit 8,7 ml. Ensuite une température de 120 degrés, donc j'ai distillé les restes d'alcool pendant environ 5 minutes et j'en ai retiré que quelques gouttes. Et ensuite, j'ai arrêté le chauffage, j'ai changé l'air meilleur car je savais que j'allais ensuite distiller mon ester. Donc j'ai ensuite remis en route le chauffage et j'ai observé un palier à 130 degrés.
J'ai donc distillé l'acétate d'isoamyle pendant 15 minutes. Et le produit obtenu à la fin de cette distillation est mon produit final. Donc j'ai obtenu 7,56 g d'ester. On en attendait 12, ce qui nous donne un rendement de 63%. Ce rendement est faible par rapport à ceux que l'on peut trouver dans la bibliographie. Cela est sûrement dû au fait que j'ai mis une trop grosse quantité d'APTS et les lavages avec l'hydrogénocarbonate de sodium ont été excessivement longs, avec un fort dégagement gazeux. Donc une partie de la quantité d'ester a donc pu s'hydrolyser. J'ai ensuite utilisé 3 techniques d'analyse pour analyser mon produit. Et donc j'ai d'abord mesuré son indice de réfraction. Donc j'étais sous une lampe, donc la température n'était pas de 25 degrés, mais plutôt de 28 degrés. Les valeurs théoriques qu'on trouve dans la bibliographie sont données à 25 degrés, donc j'ai dû utiliser une formule empirique pour me ramener à une valeur théorique à 28 degrés. Donc ma valeur expérimentale étant de 1,396 à 28 degrés, elle est cohérente avec la valeur théorique à 28 degrés. Donc c'est un premier indice sur le fait que mon produit est pur. Donc j'ai ensuite réalisé un spectre infrarouge. Donc il est relativement cohérent avec le spectre théorique. Et on voit bien la bande caractéristique à 1739 cm-1 de la double liaison CO de l'ester. Donc ensuite, j'ai réalisé un spectre RMN avec donc qui va être caractéristique de mon produit. En effet, on a tout d'abord un triplet d'intégration 2H qui correspond bien au groupe de protons rouges puisqu'il a 2 voisins. On a ensuite un singulet d'intégration 3H qui correspond bien au proton orange puisqu'ils n'ont pas de voisins. Donc j'ai ensuite un multiplet d'intégration 1H qui correspond au proton en bleu. Il a 8 voisins et on s'attend donc à 9 pics. Néanmoins, on en voit seulement 7 puisque les deux aux extrémités sont trop petits et donc ne se voient pas. J'ai ensuite un quadruplet d'intégration 2H qui correspond à mes H en violet qui ont 3 voisins. Et enfin, on a un doublet d'intégration 6H qui correspond bien au proton vert des deux groupes méthyl qui ont un voisin. Donc la RMN elle est vraiment propre, donc on peut en déduire que le produit obtenu est pur. J'ai ensuite voulu réaliser cette synthèse d'une autre manière en utilisant un four à micro-ondes. Donc je me base sur la même réaction que précédemment. J'ai utilisé la même quantité de réactifs pour en ce qui concerne l'acide et l'alcool. Néanmoins, à la place de la PTS, j'ai ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique avec précaution pour des raisons de solubilité, car on ne peut pas mélanger lors du chauffage. Donc j'ai placé tout ça dans un Erlenmeyer de 250 ml. Pareil, j'ajoute pas de cyclohexane car on n'a pas besoin de solvant pour cette synthèse. Donc je mets l'Erlenmeyer au centre du micro-ondes, puis on chauffe par des tranches de 20 à 30 secondes en faisant attention aux vapeurs d'acide qui se dégagent lorsqu'on ouvre le four. La fin de la réaction est déterminée à l'aveugle, même si dans la bibliographie on trouve des temps de quelques minutes. J'aurai chauffé en tout pendant 3 minutes 20. Je verse ensuite le contenu de mon Erlenmeyer dans une ampoule à décanter et j'effectue les mêmes traitements que précédemment. J'obtiens une masse d'ester de 6,36 g, ce qui correspond à un rendement de 53%. J'ai utilisé les mêmes techniques d'analyse que précédemment. Donc cette fois, pour l'indice de réfraction, j'ai allumé la lampe au dernier moment, ce qui a limité le chauffage de la zone. Donc j'obtiens une valeur expérimentale qui est cohérente avec la valeur théorique. Donc c'est un premier indice sur le fait que mon produit est pur. Donc pareil pour le spectre infrarouge, il est strictement identique à celui obtenu précédemment. Et de même pour la RMN, on a seulement 2 pics en plus qu'on peut voir. Donc le premier pic étant le pic du chloroforme, donc du solvant qu'on a utilisé pour réaliser la RMN. Et un autre pic parasite et donc mon contact a émis l'hypothèse que le solvant a pu être contaminé car ce spectre a été réalisé un autre jour que les autres.
Cette propreté de mes spectres montre bien que le produit obtenu est pur, ce qui justifie le fait que je n'ai pas réalisé de purification. À partir de mes expériences, j'ai pu comparer ces différentes voies de synthèse, d'obtention, pardon. L'extraction, même si elle n'utilise pas de produits chimiques, n'est pas du tout satisfaisante, et pour les deux synthèses, seul le temps de chauffage et le rendement les distinguent. La synthèse avec un four au micro-ondes est beaucoup plus rapide, mais la synthèse avec un appareil de Linstark donne un meilleur rendement, donc tout dépend de ce que l'on veut privilégier. Je me suis ensuite intéressée à une caractéristique des molécules odorantes, donc le seuil de détection de l'acétate d'isolamide en l'occurrence. Donc j'ai cherché à déterminer la concentration à partir de laquelle on ne sent plus l'ester de banane. Vu que l'ester n'est pas miscible avec l'eau, on a donc rajouté de l'alcool. J'ai donc rajouté de l'alcool dans notre solution pour pouvoir solubiliser l'ester. Néanmoins, je cherchais à en ajouter le moins possible car l'éthanol dégage sa propre odeur. Donc les problèmes rencontrés ont été le fait que l'odeur se dépose tout autour du lieu de l'expérience, et à force de se travailler avec cet ester, j'étais devenue insensible à son odeur. Les tests d'odeur se sont donc déroulés dans une salle neutre et plusieurs camarades ont servi de témoins. Cela s'est avéré très subjectif et l'odeur d'alcool gênait fortement les tests. Je suis quand même parvenue à déterminer un ordre de grandeur du seuil de l'odeur de cet ester en déterminant un ensemble de concentrations où la détection elle est de très difficile à quasiment impossible. J'ai ensuite pu comparer la valeur obtenue avec la valeur théorique. La valeur théorique étant une concentration mesurée dans l'air en particules par million, j'ai voulu me ramener à une concentration dans l'air en mol par litre pour pouvoir comparer les deux valeurs, ce qui m'a donné une concentration dans l'air de 10-7 mol par litre. Et donc pareil, ma grandeur expérimentale étant exprimée en phase aqueuse, j'ai voulu relier cette concentration en phase aqueuse à la concentration dans l'air. Pour ça, j'ai utilisé la loi de Henry et j'ai obtenu donc un ordre de grandeur expérimental dans l'air de 10-6 mol par litre. On a donc un facteur 10 entre les deux grandeurs, ce qui montre bien que l'alcool a gêné beaucoup trop les tests. Néanmoins, c'est relativement satisfaisant. Donc on voit bien que cette molécule est une molécule odorante car la concentration obtenue est très faible et j'aurais pu obtenir une valeur beaucoup plus précise en utilisant un olfactomètre et un panel de jury d'experts. Néanmoins, ce n'est pas faisable à notre échelle. Donc pour conclure, je vais confronter mes résultats avec ceux obtenus par mes camarades. Donc pour chacune de ces trois molécules, nous avons constaté que les synthèses étaient les plus efficaces car les produits obtenus sont purs et obtenus avec un rendement satisfaisant et en quantité satisfaisante. En ce qui concerne les seuils de détection, nous avons obtenu des ordres de grandeur similaires. Donc ce sont des concentrations très faibles, ce qui est caractéristique d'une molécule odorante. Et donc cette étude nous a donc effectivement permis de mesurer une propriété caractéristique des molécules odorantes et de déterminer la voie d'obtention la plus efficace pour un ester odorant. Donc voilà pour la partie présentation. Ensuite, on a des questions de la part du jury et pour ça, on a le droit de préparer des annexes. Donc c'est des diapos en plus, donc je vais vous les montrer. Donc là, c'est mes calculs pour relier ma valeur théorique à une valeur en mol par litre de particules par million et donc relier ma concentration en phase aqueuse à la concentration dans l'air pour l'expérience que j'ai faite. Ensuite, ça c'est juste pour déterminer la concentration en phase aqueuse lors du calcul de l'ordre de grandeur pour le seuil. Ensuite, j'ai la fiche de réactif, ça c'est très important. Donc j'ai mis pas mal de choses, la densité, la masse molaire, différentes solubilités, les températures d'ébullition car je m'en sers, notamment pour la distillation. La toxicité surtout, le prix c'est juste pour justifier le fait que c'est l'acide que je mets en excès car c'est le réactif le moins cher. Voilà, le mécanisme de l'estérification, l'appareil de Linstark, son fonctionnement, tout ça. Le diagramme binaire au cyclohexane, qui est en lien avec le Linstark. Les calculs de rendement de la synthèse et de l'eau formée.
Pareil pour le micro-ondes, les réactions mises en jeu pour les lavages, les définitions des traitements et le fonctionnement d'un four à micro-ondes si on pose la question dessus. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu.